Il est 23 h, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici pour vous les titres de cette édition. Le professionnalisme, la qualité réclamée par le chef de l'État à la célébration du 55e anniversaire du quotidien Fraternité Matin. Le premier bâtiment de ce journal, inauguré le 7 décembre 1964 par le président Félix Houphouët-Boigny, qui abrite la rotative de l'imprimerie, a été baptisé du nom du chef de l'État Alassane Ouattara. Les avocats de Côte d'Ivoire se prononcent sur la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, décision concernant la composition de la nouvelle CEI, la Commission électorale indépendante. Leur opinion vous sera citée dans ce journal. Et ce soir, il sera aussi question de l'adoption ce week-end par le Sénat ivoirien du budget programme 2020. Après 3 journées d'études, il s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 8061 milliards de francs CFA. Bienvenue dans ce 23 h. Le premier numéro de Fraternité Matin est paru le 9 décembre 1964. Petit calcul, nous sommes en 2019, voilà donc 55 ans que le quotidien d'État Fraternité Matin paraît quotidiennement. Et pour marquer cet anniversaire, une cérémonie festive s'est tenue au siège du journal dans la commune d'Adjamé. Le chef de l'État, présent à cette célébration, a exhorté le personnel au professionnalisme, revivant en images le premier jour des festivités des 55 ans de Fraternité Matin. C'est avec Jérôme Kofi Aboula. Le président de la République, Alassane Ouattara, dans les locaux de Fraternité Matin, comme le président Félix Houphouët-Boigny, pour consacrer l'avènement de ce groupe de presse un certain lundi 9 décembre 1964. Le président Alassane Ouattara vient ce lundi 9 décembre 2019 pour marquer la célébration des 55 années d'existence du quotidien. En cette présence à Fraternité Matin, dans la grande commune d'Adjamé, du chef de l'État avec à ses côtés le vice-président, des membres du gouvernement ainsi que plusieurs autres personnalités, on voit l'histoire du fils héritier dans les pas du père, à savoir feu le président Félix Houphouët-Boigny. Le directeur général du groupe ne dit pas le contraire quand il indique que le président Alassane Ouattara est en tout temps et en tout lieu l'homme de la situation pour Fraternité Matin, surtout dans ces moments difficiles. Fraternité Matin dit au monde entier, Dieu est grand, mais Alassane Ouattara n'est pas petit. Parce que Fraternité Matin était agonisant et vous l'avez ramené à la vie. Et merci pour les efforts que vous consentirez à l'avenir pour que Fraternité Matin soit l'emblème d'une nation en pleine renaissance et le porte-drapeau d'une presse de qualité, professionnelle et responsable, déterminée à apporter sa contribution à l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est l'occasion que saisit le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Thiemoko Touré, en tant que tutelle pour rassurer quant à la volonté du gouvernement à toujours apporter son soutien au groupe de presse Fraternité Matin. Au groupe Fraternité Matin, je vous invite à bâtir une synergie vraie entre vous tous, acteurs de ce processus de refonte, en partageant la vision managériale et en vous appropriant les grands axes stratégiques de ce groupe fier de son histoire et ambitieux pour son avenir. Je peux vous assurer, en tout cas du soutien du gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, de vous accompagner dans cette démarche afin que chacun dépasse ses limites et maintienne ce groupe à la hauteur de l'ambition et de l'espérance fondée en lui. Idem pour le président de la République, Alassane Ouattara, qui, profitant également de cette opportunité, a exhorté le groupe Fraternité Matin à continuer à œuvrer dans le professionnalisme. En m'adressant à vous, à l'occasion de la célébration des 55 ans de Fraternité Matin, je voudrais vous féliciter pour avoir su préserver ce capital à travers les époques et les générations. 55 ans, ce n'est pas rien. Je voudrais également vous exhorter à continuer à porter ce message de fraternité indispensable aujourd'hui, plus qu'hier encore, à la préservation et à la consolidation de la paix dans notre pays. Fraternité Matin a toujours bénéficié de l'attention du gouvernement. Et je peux me souvenir que déjà en 1990, nous avions fait un effort pour remettre le journal à flot. Nous avons consacré d'importants financements publics pour moderniser les outils de production et faciliter la transition digitale indispensable de nos jours pour ne pas disparaître. Je vous exhorte à continuer dans la voie de l'innovation
et du professionnalisme pour relever les défis de la presse à l'heure du numérique et des réseaux sociaux. Autre temps fort de cette célébration, le dévoilement de la plaque commémorative, la mise en marche de la rotative en vue du lancement du tirage d'un numéro du journal édité par Fraternité Matin, ainsi que la visite d'une galerie d'exposition photo donnant accès à la salle des machines de l'imprimerie. Et pour immortaliser l'événement, la photo de famille des agents de Fraternité Matin décorés pour la circonstance autour du président de la République, Alassane Ouattara. Les avocats de l'État de Côte d'Ivoire se prononcent sur la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, une décision concernant la composition de la nouvelle CEI, la Commission électorale indépendante. Leur opinion est recueillie par Abou Sanogo. Les avocats de l'État de Côte d'Ivoire face à la presse pour se prononcer sur la décision du 28 novembre 2019 rendue dans l'affaire Suibigori et 8 autres personnalités contre la République de Côte d'Ivoire dans le cadre de contestations et griefs élevés contre la loi portant recomposition de la Commission électorale indépendante. Motif pris de ce que cet organe était déséquilibré. Les avocats de l'État de Côte d'Ivoire ont signifié la décision de régie de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour se déterminer ainsi qu'elle l'a fait, la Cour a estimé que, d'une part, la demande de sursis immédiat à la mise en œuvre des instances de la Commission électorale indépendante est sans objet suite à la mise en place constatée de la Commission électorale indépendante et de la désignation effective de ses membres ainsi que des personnalités proposées par les différents organes de la République de Côte d'Ivoire. D'autre part, et surtout, que les circonstances de l'espèce ne révèlent pas d'une situation dont la gravité et l'urgence présenteraient un risque de dommages irréparables ou un trouble social immédiat. Surtout que les requérants n'ont pu fournir les éléments de preuve de leurs allégations contraires. Selon les avocats de l'État de Côte d'Ivoire, la décision rendue par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est définitive et non provisoire. Cette décision qui a été rendue relativement aux mesures sollicitées est définitive, en ce sens que la Cour ne pourra plus y revenir et les contradicteurs n'auront aucune autre occasion pour en présenter de nouvelles. La Cour dit 1. La demande tendant à faire injonction à l'État de Côte d'Ivoire de ne pas mettre en place sa commission, cette demande-là est sans objet. Parce que la commission en question a déjà été mise en place. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples confirme ainsi la régularité de la loi du 5 août 2019 portant recomposition de la Commission électorale indépendante. Un consensus se prépare cette fois pour les coopérations internationales. Il s'agit de la seconde session du dialogue politique entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Il a eu lieu ce lundi et comme à la première édition, les problèmes abordés étaient d'ordre politique, économique, social et d'intérêt commun. Abdoulaye Koné. Les perspectives pour les élections de 2020, le commerce et l'investissement, l'environnement, la coopération au développement et la migration étaient au cœur de la deuxième session du dialogue politique entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Pendant 4 heures, les participants ont examiné les différents points de l'agenda. On a parlé de plein de sujets différents. Ces dialogues commencent, et pas seulement aujourd'hui, ils commencent déjà des semaines avant où on prépare les sujets. Et donc là, on a vraiment eu beaucoup de bonnes coopérations. Je vais prendre quelques exemples. Donc la Côte d'Ivoire a sollicité l'Union européenne pour une observation électorale. Ça, c'est l'expression d'une double confiance. Confiance de la Côte d'Ivoire dans son système électoral, mais aussi la confiance à l'envers de l'Union européenne comme quelqu'un qui est impartial. On a eu la signature et la libéralisation des lignes tarifaires de l'accord de commerce. Donc la dernière circulaire était signée ce matin et donc ça effectivement va libéraliser le commerce entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. C'est une grande avancée.
La rencontre de haut niveau a été présidée par le ministre Ali Koulibaly. Ce dernier a salué l'engagement constant de l'Union européenne à accompagner la Côte d'Ivoire sur les différents points évoqués. Je pense que c'est un dialogue qui a été très instructif et nous devrions le poursuivre. L'Union européenne est notre premier partenaire au monde. Donc il est important que nous échangions continuellement sur des questions d'intérêt commun. Au cours de la rencontre, 1 minute de silence a été observée et les drapeaux mis en berne à la mémoire de Charles Dibi Kofi, ancien ministre de l'économie et des finances et ancien ministre des Affaires étrangères, décédé le 7 décembre dernier. Grande décision à présent, le Sénat a adopté ce week-end la loi des finances portant budget de l'État de Côte d'Ivoire pour l'année 2020. Le budget programme, il s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 8 061 milliards de francs CFA et cette adoption intervient après 3 journées durant lesquelles les membres du gouvernement ont les uns à la suite des autres présenté et défendu les dépenses des différents programmes afférents à leur cahier de charges. Le point de la session par Léon Pro. Hémicycle provisoire du Sénat à Yamoussoukro, 4h10 samedi 7 décembre. La Commission des affaires économiques et financières vote le budget programme de l'État pour l'exercice 2020. Globalement, il s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 8 061 milliards de francs CFA et tient compte, selon l'émissaire du chef de l'État, de plusieurs paramètres importants pour le président de la République, notamment le plan national de développement et le programme social du gouvernement pour la redistribution des fruits de la croissance. Un volume de richesse créée qui est plus important et donc qui permet donc à l'État de collecter une part de cette richesse créée-là pour pouvoir donc financer son développement. Et aussi la qualité de notre gestion macroéconomique qui permet donc d'avoir les meilleures relations avec les partenaires techniques et financiers et donc de bénéficier des différents appuis financiers. Quand vous regardez l'évolution des infrastructures, les ponts, la facilité des déplacements, l'évolution de l'électrification, des adductions d'eau, c'est tout ça en tout cas qui est pris en charge au niveau du budget et qui permet donc d'améliorer les conditions de vie des populations. Seulement 2 votes contre le budget programme sur les 16 sénateurs à se prononcer sur le projet de loi y afférent. Bien avant, les sénateurs ont reçu tous les membres du gouvernement, chacun pour motiver les crédits sollicités par son département ministériel. 3 jours d'exposés et d'échanges du 4 au 6 décembre sur les différents programmes et innovations de chaque ministère et leurs impacts sur les populations, puis la quasi-totalité des programmes et budgets sectoriels adoptés à l'unanimité. Satisfaction qu'il y ait eu en définitive une convergence de vues entre l'exécutif et le législatif, donc sur les programmes qui ont été soumis, sur les dotations budgétaires qui sont prévues, et puis sur les indicateurs également pour apprécier un peu la performance de ce que réalisera les différents ministères. Donc on va certainement donc se retrouver pour faire le point après qu'on ait apprécié ensemble les résultats qui auront été obtenus au cours de l'année 2020. Reste une étape, le vote en plénière du Sénat, puis sera promulgué par le président de la République la loi des finances pour son exécution dès le 1er janvier 2020. Ce 9 décembre est déclaré Journée mondiale de la lutte contre la corruption et la Côte d'Ivoire a renouvelé ce lundi son engagement dans la lutte contre la corruption. Cette gangrène de la bonne gouvernance, le rapport de la cérémonie de commémoration est signé par Sidonie Davila. 9 décembre, Journée mondiale de lutte contre la corruption. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance marque cette édition par le renouvellement de son engagement dans la lutte contre ce fléau qui gangrène notre société. De nombreux défis restent à relever. C'est pourquoi, en continuant nos actions de sensibilisation et d'éducation des populations, nous devons passer à une seconde phase de la lutte contre la corruption en mettant désormais l'accent sur la répression. Les corrupteurs et les corrompus devront savoir que la lutte sera sans répit, qu'elle n'admettra ni faiblesse ni compréhension de notre part et que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur.
Les résultats de la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre la corruption montrent que le pays a fait des progrès importants ces 7 dernières années selon Transparence Internationale. De la 136e place en 2013, le pays occupe la 105e depuis 2018. Une performance reconnue par l'indice de contrôle de la corruption, le Millennium Challenge Corporation, MCC. Pour faire descendre ce chiffre à un niveau encore plus bas, les autorités de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance souhaitent l'implication de tous. Une implication qui se veut ferme, matérialisée par la signature d'une banderole de lutte contre la corruption. Toutes les nations africaines doivent poursuivre cette lutte-là, l'intensifier pour permettre à nos États de pouvoir se développer, de pouvoir vivre en paix et surtout ramener le développement dans nos pays. Il est important que la corruption soit bannie de notre quotidien. Parce que nous voulons aller de l'avant, nous voulons être un grand pays. Et pour être un grand pays, il faut bannir la corruption. Autre point essentiel au cours de cette cérémonie, plusieurs panels avec les forces de défense et de sécurité, les religieux, les élèves et les étudiants. À présent, ces quelques chiffres montrant le classement qui évalue la gouvernance des États. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, selon le classement Mo Ibrahim en Afrique, le pays occupait en 2017 la 41e place et en 2018 la 22e place. Et sur le plan international, selon un classement de l'ONG Transparency International, en 2013, la Côte d'Ivoire occupait le 136e rang et en 2018 la 105e place. Ces données nous viennent de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Et pour juger de la bonne gestion financière ou non, en Côte d'Ivoire, 103 nouveaux auditeurs ont été formés sur 4 mois. Ils ont fait officiellement leur sortie à l'École nationale d'administration. On voit tout cela avec Didier Nguessan. Ils ont été formés aux techniques d'accueil, à la gestion, à la rédaction administrative. Ces fonctionnaires auditeurs, au nombre de 103, sont en fin de formation. Ils reçoivent des conseils avisés de leurs formateurs pour un bon profil de carrière. S'ils sont accrochés à la valeur travail et qu'ils font leur travail de façon consciencieuse, en ayant un regard sur le respect de la hiérarchie et des normes qui régissent donc le milieu professionnel, ils sont donc promis à un bel avenir. Quand on veut graver les échelons, comme M. Oulaï l'a si bien dit, il va falloir que les postes de responsabilité qu'on nous donne, que nous soyons à mesure de remplir les tâches correctement pour faire honneur à notre pays. Ces nouveaux auditeurs ont choisi comme parrain Lassina Ouattara, conseiller technique du président de la République, pour son dévouement et son parcours professionnel atypique. Dans la vie, il faut avoir un choix et se battre, ce que tu veux. Ouais. De la mairie, était un planton de Korogo. Je me trouvais aux États-Unis, à Washington, pendant 25 ans. Et le président m'a fait venir ici pour travailler auprès de lui. Vraiment, c'est une grâce de Dieu. Il faut croire au destin. Ce que j'ai dit aux étudiants, il faut croire au destin. Parce que tout peut se passer. Ils n'ont qu'à se battre où ils sont. Lassina Ouattara a remis une enveloppe d'1 million de francs CFA pour la mise en place d'une amicale. Et ce fonds, lui, a déjà été établi et nécessite même l'expertise d'un auditeur. Il s'agit du fonds de prévoyance de la police nationale de Côte d'Ivoire. Après 19 ans d'exercice, il affiche un bilan à son honneur. Il a favorisé la réalisation d'infrastructures nouvelles pour le bien-être social des agents de la police nationale. Et après 19 années à servir la revue, des textes et des comptes du fonds s'imposent. Mamadou Kouassi. Le fonds de prévoyance de la police nationale fait sa mue 19 ans après sa création. Les policiers de Côte d'Ivoire veulent impulser un nouveau dynamisme à leur structure afin de répondre davantage à leurs préoccupations. De nombreuses réformes sont remises en place afin de prendre en compte les besoins des policiers. Pour mener à bien cette restructuration du fonds de prévoyance de la police nationale, un audit est demandé par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Un audit pour déterminer les origines des difficultés du fonds. Il s'agit d'un audit organisationnel et fonctionnel. Les tests sont obsolètes. Il faut intégrer les réalités des policiers aux différents tests. C'est ça qui est important. Ce n'est pas que le fonds fonctionne mal, mais le fonds a besoin
d'une restructuration. Ce que nous prenons en charge sans avoir à viser l'État, c'est les blessés en service commandé. Et c'est ça qui nous pèse. Et avec le nouveau ministre, je pense qu'il va nous aider à redresser un peu la barre. L'inspecteur général adjoint de la police nationale, le commissaire divisionnaire Siriki Diabaté, représentant le ministre Vagondo Diomondé, a rassuré les délégués du Fonds de prévoyance de la police nationale de l'appui du gouvernement à la restructuration de leur structure. Retenez que ce que vous dites s'inscrit dans une dynamique de recherche de solutions à l'enlisement du Fonds de prévoyance de la police nationale. Le ministre en appelle donc à la sérénité, à la responsabilité et à la coopération de tous pour la réussite de cet exercice, dont les résultats permettront de disposer d'un état des lieux clair et complet, préalable à l'aide attendue. Au cours de cette rencontre, les délégués ont fait le point du fonctionnement de leur organisation. Des délégués déterminés à œuvrer davantage pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Parlons politique à présent. Les coordonnateurs du RHDP de la région d'Unzi sont désormais connus. Il s'agit des ministres Lata Nguessan Kofi et de Bakayoko Liramata. Ils ont été investis par Albert Mabritoakeuse, un émissaire du RHDP pour la circonstance. Leur feuille de route reste la même, promouvoir le RHDP dans cette région. On voit tout cela avec nous, Sangaré et Mamadou Kwasi. Forte mobilisation à Dimokro, capitale d'Unzi. Venus de toutes les localités de la région, les militants et sympathisants du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, ont effectué nombreux déplacements pour marquer leur adhésion et témoigner de leur soutien aux deux personnalités choisies pour conduire les destinées du RHDP dans leur région. Investis dans leur attribut de coordinateur, Liramata Bakayoko et Lata Nguessan Kofi entendent parcourir villages et hameaux pour mobiliser la population d'Unzi à la cause du RHDP et de son président Alassane Ouattara. Ils étaient dans l'obscurité. Il est en train de les mettre dans la lumière. Ils avaient soif. Il est en train de leur donner de l'eau. Ils étaient malades. Il est en train de leur donner les structures sanitaires pour les soigner. Ils n'avaient pas d'école. Il est en train de construire des écoles pour que leurs enfants aillent à l'école. Et donc, il ne peut pas choisir autre chose que le chemin qu'il a tracé. Pour mener à bien leur mission, les coordinateurs régionaux pourront bénéficier du soutien des coordinateurs associés, communaux, départementaux et sous-préfectoraux. La région est RHDP. Le défi, c'est de maintenir notre position et de gagner le pari, de gagner les élections de 2020. À la tête d'une forte délégation de la direction du parti, Albert Mabritoakeuse a invité les coordinateurs nouvellement investis à prôner davantage la cohésion sociale et le vivre ensemble, gage de la conservation du pouvoir en 2020. Le message de la paix, du développement. C'est un message facile à donner, mais c'est un message qui, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, a besoin d'être entretenu. Et pour mieux le porter, vous avez besoin d'une cohésion forte, vous avez besoin d'être solidaire. Cette cérémonie d'investiture des coordinateurs régionaux du RHDP dans les îles a enregistré la présence remarquable des têtes couronnées du peuple Agba. Et dans le même ordre, le coordonnateur RHDP de la région du Denguélé a été investi. Le point de la cérémonie d'investiture par Kolo Koulibaly. Gaussou Touré est le nouveau coordonnateur du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix dans le Kabadougou-Folon, district du Denguélé. Le ministre de la promotion de la riziculture investi par le superviseur Philippe Légré. Je suis venu ici envoyé pour investir et asseoir cet important appareil politique du président Ouattara, cet appareil politique qui est le RHDP, pour mettre en ordre de bataille toutes les structures de ce parti pour 2020. La mission du nouveau coordonnateur sera d'assurer la victoire du RHDP aux échéances électorales de 2020 dans les régions du Kabadougou et du Folon. Au Djéné, nous n'avons pas d'inquiétude. Ce que nous savons, il faut regrouper tout le monde autour du RHDP pour que le résultat de 100% que nous attendons, que ce résultat soit au rendez-vous. Dans le district du Denguélé, la coordination RHDP est présidée par Gaussou Touré, aidé dans sa tâche par Diakité Koti Souleyman, Adama Kone et Sidiki Diakité.
Le RHDP se fixe aussi dans le Boclé. La coordination s'engage à fédérer les populations autour du RHDP. Le reportage de Sam Conan. Philippe Légré, investi coordinateur régional du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix dans la région du Boclé, à la place du Saint-Esprit de Sassandra, en présence des populations venues nombreuses témoigner leur reconnaissance au président du RHDP et leur engagement à faire triompher ce parti en 2020. Pour le nouveau coordinateur Philippe Légré, c'est grâce au RHDP que le Boclé connaît un début de développement. Il n'y a donc pas de raison que cette région tourne dos au RHDP. Le RHDP est une réalité. Alors aujourd'hui encore plus que jamais, la région du Boclé est derrière le président Alassane Ouattara, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pour une victoire certaine de plus de 90%. Parce que nous avons toujours prouvé que nous sommes là et nos résultats très souvent sont au-dessus de tous les résultats nationaux. Kofi Nguessan Lataye, qui a procédé à l'investiture de la coordination du Boclé, demande aux populations de toujours faire confiance au RHDP et à son président Alassane Ouattara. Il y a l'existence même de Ouattara à Sassandra, à travers des projets déjà réalisés et en cours de réalisation. Dans la vie, on regarde devant. Et je pense qu'il y a une belle vitrée qui donne la lumière, l'eau et le développement à toute la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le RHDP, à travers le président Alassane Ouattara. Peu après l'investiture, le secrétaire d'État Kofi Nguessan Lataye a rencontré ses parents baoulés vivant dans le Boclé. Il leur a demandé de continuer de vivre ensemble dans la paix et la cohésion avec les autres communautés. Et à l'aube de 2020, l'année électorale, la communauté Tidjania porte le fardeau de la paix pour la Côte d'Ivoire. Elle a prié pour des élections apaisées. C'est le compte-rendu de Koné Pargassoro. Invocation, louanges, prières et bénédictions. Les temps forts de cette première édition de la Wazifa internationale, rencontre islamique qui a réuni à l'intérieur et à l'extérieur de la grande mosquée Salam du Plateau, imams, prédicateurs, fidèles et califes de la Tidjania du Sénégal, du Niger, du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée-Conakry et de la Côte d'Ivoire, mais aussi ceux du Maroc et de certains pays de l'Europe. À cette occasion, des prières ont été faites pour des élections apaisées en 2020. Quand on parle de Wazifa, ce sont les invocations quotidiennes que chaque Tidjane est tenu de faire. Mais après ça, on peut demander quelque chose à Dieu. Généralement, après les Wazifa, c'est qu'on demande à Allah l'accorde. On va demander à chacun de faire des bénédictions pour le pays et pour la cohésion, pour les élections à venir, pour que les choses se passent dans la paix, dans la tranquillité, dans la quiétude. Nous partageons une religion de paix et nous prions pour la Côte d'Ivoire, que la paix règne ici en Côte d'Ivoire. C'est un pays qui nous est cher aussi. La contribution du soufisme à l'éveil des consciences en Afrique, c'est le thème retenu pour la Wazifa internationale 2019. Un thème fort apprécié par guides et fidèles de la communauté musulmane tidjanite. Le fait de choisir ce thème-là, c'est une façon de donc participer à l'éveil des consciences pour que chacun de nous puisse approprier la valeur commune qui est la paix, qui est la denrée la plus recherchée, qui est la plus enviée en ce moment, dans une Afrique meurtrie par la violence. C'est une très bonne initiative, que vraiment ça puisse se répéter au moins chaque année pour que tous les musulmans puissent se réunir. Ça permet à tout le monde d'être un, d'être ensemble. C'est bienvenu même, puisque ce qui plane dans l'air n'est pas bon, ça nous effraie. Mais par la grâce de Dieu, avec toutes les bénédictions qu'on vient de faire, il aura la paix. La Wazifa internationale 2019, une initiative du Comité national de coordination des activités de la Tidjania en Côte d'Ivoire et de la Fondation Tidjanite de bienfaisance, avec à sa tête le calife général de la Tidjania en Côte d'Ivoire, Cheikh Moustapha Sonta. L'homme de Dieu n'a pas manqué de traduire toute sa gratitude à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, et au président de la République Alassane Ouattara et à son gouvernement pour leur soutien à la réussite de cette première édition de la Wazifa internationale.
Et hors de nos frontières, sur le plan sportif, de grosses sanctions contre la Russie pour ce qui concerne les hautes compétitions sportives pour punir Moscou d'avoir récidivé dans la tricherie en falsifiant des données remises à l'Agence mondiale antidopage. La Russie est exclue des Jeux olympiques pour 4 ans et de la Coupe du monde de 2022 de football au Qatar. Des sportifs sont toutefois admis, mais sous drapeau neutre. Pas d'hymne national de la Russie aux Jeux olympiques et à tout championnat du monde et interdiction d'accueillir à ces compétitions, ces délégations sur son sol. C'est à ces conditions-là de démontrer leur non-implication dans le scandale de dopage. Donc, ces sportifs seront accueillis là à ces compétitions à condition de démontrer leur non-implication dans les scandales de dopage qui entachent depuis des années le sport russe. Et la Russie et son agence antidopage, on vous le rappelle, ont déjà été sanctionnés pour falsification récurrente, notamment à la suite des Jeux olympiques d'hiver de Sochi en 2014. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, Dieu voulant, pour un autre journal. Très bonne soirée chez vous.